Bonjour tout le monde. Bon, je fais cette petite vidéo pour vous parler du Nikon ZF. Alors oui, aujourd'hui, je me suis accordé une journée de vacances. J'ai pas de client shooting photo, il fait un temps de chien, j'ai pas envie de sortir dehors. Et je peux pas peindre parce que j'ai plein de toiles qui sont en train de sécher, pour ceux qui me connaissent. Et voilà. Bon, parlons du Nikon ZF. Alors je vais pas vous faire une vidéo sur le Nikon ZF. C'est mon ami Eric Gibaud qui m'a demandé de faire une vidéo sur le Nikon ZF. Il y a plein de vidéos sur le Nikon ZF, aussi bien sur le site Nikon que sur des youtubeurs qui l'ont fait, etc. Moi, ce que je vais vous raconter, ce serait plutôt les petits défauts que je lui trouve. Alors, le voilà, je l'ai eu en précommande, j'avais pris en précommande dès le moment où il était sorti parce qu'il m'attirait beaucoup. Je vais vous raconter un peu l'histoire, hein, mais bon, je vais vite, hein, parce que je suis pas très doué en vidéo, hein, comme beaucoup le savent. Mais bon, je vous raconte, on va le faire le plus simplement possible. C'est un appareil. Franchement, il est top. Mais moi, ce que je vais vous raconter vraiment, c'est les petits défauts que je lui trouve. Parce que je pense que c'est ce qui est plus intéressant pour faire une vidéo, tant qu'à faire une vidéo. C'est ce que moi, je lui reproche un tout petit peu, malgré que ça soit un super appareil. Je vous raconte tout ça. Alors, pour la petite histoire, j'ai toujours été Nikon. J'ai commencé à travailler dans les années 1997-98 et j'avais tous mes vieux copains, vieux photographes, etc. Et ils pensaient qu'à Nikon. Mon premier Nikon a été le Nikon F90X, pour ceux qui connaissent, en argentique, hein, bien sûr. Après, j'ai eu des Nikormat, etc. J'ai eu, justement, on va en parler après, des boîtiers FM2, FE2, FA, Nikormat. Là il m'en reste plus qu'un, j'en ai un autre que j'ai prêté à un copain qui doit me ramener. Et voilà, bon, pour les boîtiers argentiques. Et après, en numérique, je suis passé au premier grand haut de gamme de chez Nikon, que je garde encore, hein, qui était le Nikon, il est HS maintenant, le Nikon D1X. Je crois qu'il faisait à l'époque 1,5 million de pixels, un truc comme ça. Mais on faisait des photos géantes avec. Hein. Et c'était une petite merveille. C'est un bloc. Bon, vous voyez, j'ai même encore rafistolé plein de scotch à l'époque. C'était un super boîtier. Pour vous dire que j'ai toujours été Nikon. Après, je suis passé au Nikon D300S, qui a été une seule fois envoyé en réparation chez OSAV de Nikon parce que l'obturateur était fatigué et puis qu'il fallait le changer, quoi. Il était mort, le cœur était mort. Et ensuite je suis passé au fameux Nikon D500. Alors après, ça pendant longtemps, c'est mes deux bébés que j'utilisais tout le temps. Et au bout d'un moment, je me disais, tout le monde me parle du mirrorless, de l'hybride, etc. Terminer les réflexes. J'avais pas envie de passer du tout au mirrorless, à l'hybride, quoi, parce que j'aimais pas la vision dans le viseur par rapport au réflexe. Ça me plaisait pas, j'avais rien trouvé. Nikon avait commencé avec un ZFD, je crois, ou je sais plus quoi, FC, ou je sais plus quoi, là, qui faisait un peu rétro comme les FM2. Il m'attirait pas non plus. J'avais toujours la trouille de ne pas avoir la visée bien dans mon viseur et tout. Et après ils ont fait la fameuse promo du fameux appareil dont on va parler aujourd'hui, le Nikon ZF. Et là, j'ai vu plein de tests sur YouTube, de youtubeurs, la vidéo Nikon où ils ont fait une publicité franchement astronomique, hein, géniale pour le vendre et tout. Ça donnait vraiment envie. Et j'aimais bien effectivement le côté rétro, parce que toute la série des Nikon Z50, Z5, Z6, Z7, etc., je les trouvais pas très beaux en fait. Par rapport aux anciens Nikon qui étaient encore avec une forme de réflexe, je les trouvais pas très beaux. Et là, le ZF, où il me faisait vraiment penser à mes vieux boîtiers, et je trouvais ça très attirant. Et puis le fait qu'ils aient mis le microprocesseur du Z8, là ça m'a vraiment donné envie. Bon, enfin tout ça, vous pouvez le retrouver, je vous dis, sur les vidéos de chez Nikon, sur plein de youtubeurs qui sont beaucoup plus doués que moi pour expliquer le fonctionnement de l'appareil, etc. Moi, c'est surtout ce que je vais vous dire, c'est ce que
ce que je lui reproche un tout petit peu. Donc je vous le disais tout à l'heure, je l'ai eu dès le début, mi-octobre, fin octobre. Alors c'est une merveille, hein. J'ai pas d'optique Z avec. J'ai acheté la dernière bague d'adaptation ZTF2 là, pour pouvoir adapter toutes mes optiques dessus. Même les plus vieilles, mon vieux micro Nikkor, qui est une petite merveille AI, vous voyez, il est scotché de partout, il faut forcer pour faire la mise au point. Mais il a encore un piqué exceptionnel, j'utilise encore de temps en temps, un 105 F4 micro Nikkor, avec j'ai également encore d'autres AI comme ça, et toutes mes optiques AF et AFS, de la monture Nikon forcément. Donc tout fonctionne bien, franchement génial, 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 génial. Alors surtout, qu'est-ce que je n'aime pas? Alors qu'est-ce que je n'aime pas? Alors déjà, la grippe qu'ils avaient mis en promo, vous voyez, leur fameuse grippe qu'ils avaient mis en promo de Small Wing, je sais pas si on dit bien, qu'on retire. Alors maintenant, je pense pas qu'on puisse l'avoir gratos. Quand ils avaient fait l'offre, bon, vous voyez déjà, ça part en vrille, la vis ça s'en va toute seule, etc. Je trouve que c'est assez gadget. Je trouve que c'est assez gadget. Mais c'est vrai que si elle est bien serrée, bien installée, ça fait le taf. Mais bon, déjà, ça, vous voyez, en l'espace de quelques mois d'utilisation, ça tient déjà plus le coup, quoi. Autre défaut, les molettes. Les molettes, alors, vous voyez, les molettes de l'ISO, la vitesse, etc. La surexposition, la sous-exposition. Bah, sur les anciens boîtiers, on avait des blocages et on ne pouvait plus bouger. Et quand on fait des reportages à toute vitesse, où on est dans le fil de l'action, bah, ça arrive qu'on tienne l'appareil, qu'on fasse pas attention, qu'il soit autour du cou, qu'il se hop, et là ça bouge très facilement, il n'y a pas de système de blocage. Leurs boutons là, bah, je trouve qu'ils servent à rien, quoi. Enfin pour moi ils servent à rien. Ouais, c'est juste quand on est vraiment pour bloquer sur certaines... vous voyez là, il est bloqué sur C, l'ISO automatique, là effectivement il bouge plus, mais si on veut mettre un ISO fixe, bah là des fois ça arrive que ça bouge à toute vitesse. Les vitesses, si on est en priorité vitesse, bah ça bouge à toute vitesse aussi si on va vite. Donc bon, ça c'est un petit peu limite. Le surexposition, sous-exposition, des fois quand on a la molette là pour gérer la vitesse, le diaphragme, et qu'on veut aller vite en reportage, bah des fois on fait pas attention, on tourne, puis hop on se retrouve tout de suite en surexposition, sous-exposition, alors que ça aurait été bien de le bloquer également. Donc déjà, ça c'est les défauts que moi je lui trouve pour les parties des molettes. La partie de la molette, ici, leur petit truc là, automatique évolué, priorité vitesse, priorité diaphragme, manuel, c'est pareil. Alors moi je suis un photographe qui travaille principalement en priorité diaphragme. Souvent je suis en priorité diaphragme, je règle, et après je shoot et la vitesse se règle tout seul. Donc là il n'y a pas de problème, on peut faire les configurations. Les préconfigurations pour gérer le boîtier et tout, la molette à gauche ou à droite, enfin devant ou derrière, ça fonctionne très bien. Mais c'est pareil, des fois, dans l'action, eh ben, on bouge la molette et ça, c'est chiant. C'est chiant. Alors après, moi je vous parle, je vous dis ça, si vous êtes avec ce genre de boîtier là, que vous êtes pépère, que vous faites vos photos tranquilles, etc., ça marche super bien, on va pas bouger les molettes, hein. Si je suis en studio, je l'utilise en studio maintenant, c'est mon boîtier principal aujourd'hui, ça va pas bouger. Mais je vous parle vraiment si on est en reportage d'action et qu'on bouge, et qu'on se focalise sur l'action, sur les photos, les cadrages, la composition, les sujets qu'on a, et ben des fois on fait pas attention, on attrape l'appareil. Si on en a un deuxième à côté, on fait pas attention, et là ça bouge tout le temps. Et ça, je trouve ça assez chiant. Ça aurait été bien qu'il y ait des blocages, des systèmes de blocage, pour plus y toucher. Donc ça, voilà les défauts que je lui trouve sur la façade là. L'écran, alors ça c'est pas un défaut, je trouve ça génial de pouvoir faire, comme on appelle ça chez les jeunes, moi j'appelle ça selfie, autoportrait, du vlogging pour la vidéo. Voilà, donc ça c'est vrai que leur fameux écran oriental et le fait qu'il soit rabattu et qu'on n'ait pas l'écran là et que ça soit costaud, ça c'est vraiment bien. Mais par contre, quand on est en photo comme ça et qu'on va être au ras du sol, bah ça arrive qu'on a la dragonne qui se mette comme ça à gauche à droite. Et puis bah soit si vous avez la préfiguration écran
viseur, pardon, viseur, écran. Et puis là, vous vous retrouvez comme ça, en train de faire la photo. Puis d'un seul coup, vous avez la dragonne qui arrive là. Et puis bah, votre écran, votre truc, il se coupe. Alors ça, c'est chiant. Alors même si vous l'avez autour du cou, bah, vous arrivez là, ou au ras du sol, et bah là, ça se coupe. Donc ça c'est chiant, c'est chiant. Alors c'est un réglage aussi à faire, mais c'est pareil. Une fois qu'on est dans l'action, ce serait bien que ça soit plus agréable, comme les anciens boîtiers numériques. Vous voyez, c'est vraiment des défauts pour dire, je trouve des défauts, quoi. Je continue. Vous êtes sûr que vous voulez que je continue? Parce que là, je chipote, hein, je chipote. Hein. Mais c'est vraiment mon ressenti quand on parle d'action et qu'on travaille avec l'appareil. Je continue, vous êtes sûr? Et quand je disais je continue les défauts. La trappe de la batterie. La batterie, franchement, géniale, parce que quelque part, même s'il n'y a pas de chargeur, mais comme la plupart des boîtiers, il n'y a pas de chargeur maintenant. Coup de bol, c'est les mêmes batteries que je peux mettre sur mon D500 que sur mon ZF. Mais regardez, j'ouvre, la batterie, je peux la changer à toute vitesse. Ça marche. Par contre, la carte SD, si je suis en gros reportage, avec une petite carte ou même une grosse carte, hein, et que je veux changer plusieurs cartes, là, mais pourtant, j'ai pas des grandes mains, j'ai pas des grandes mains. Là, si je veux la sortir, j'arrive pas à l'attraper. J'arrive pas à l'attraper, il me faut pince à épiler pour pouvoir la sortir. Alors peut-être que c'est à cause de la poignée Small Ring. J'ai essayé les deux, c'est super chiant, c'est super chiant. Ça aussi, c'est un défaut que je trouve par rapport à la trappe qui était sur le côté où on attrapait vite fait la carte. Mais bon, voilà. Un de plus, défaut. Bon alors, je continue. Mais je tiens vraiment à préciser que c'est un appareil extraordinaire et que je suis très content de mon achat. Hein. Là, c'est vraiment une vidéo pour chipoter et pour les gens qui sont vraiment soit des reporters, soit qui font du reportage et qui veulent vraiment se focaliser sur l'image, pas forcément sur la technique, qui ont l'habitude à avoir des anciens boîtiers réflexes numériques, ou chez Nikon où on avait une facilité, on faisait nos pré-réglages, etc. Après on s'occupait plus de rien et on shootait, on s'occupait que du client, que des scènes de vie, que du reportage. Voilà, c'est vraiment pour chipoter parce que je découvre également l'hybride, quoi. C'est vraiment ça. Alors je continue dans les petits défauts que je lui trouve. On va parler de leur fameuse réglage là. Alors je vais pas faire de trucs, d'explications sur la vidéo parce que je suis nul en vidéo comme vous pouvez le voir là actuellement. Et j'ai fait quelques tests en vidéo, franchement j'y connais rien en vidéo et je trouve ça très très bien, très bon. Le son, l'image, les fichiers sont lourds mais vu que moi j'y connais rien en vidéo, que je sais pas faire de montage ou quoi que ce soit, j'ai trouvé ça bien, Mais c'est pas un appareil que je vais utiliser pour la vidéo, j'ai jamais utilisé mes autres Nikon pour la vidéo, ni mes autres appareils pour la vidéo, donc j'utiliserai pas. Mais par contre, leur fameuse promo en disant hop, là tout de suite on passe en noir et blanc. Waouh! Alors c'est vrai que si tu veux faire une petite photo rapide en noir et blanc, que tu es en soirée avec des copains, en famille, avec des amis, ok, c'est sympa, c'est pas mal, ça passe, ça te fait un JPEG noir et blanc sympa. Mais si tu veux vraiment faire des belles photos noir et blanc, c'est vraiment aussi un gadget qui sert à rien. Vaut mieux faire tes photos en RAW et repasser sur Photoshop ou Lightroom ou je sais pas quel logiciel tu utilises. Et là tu travailles ton noir et blanc. Parce que là c'est vraiment du gadget, quoi. Ça te fait un noir et blanc pisseux. Enfin je sais pas si on a le droit de dire ça. Enfin, tout fade. Je le trouve pas extraordinaire. Personnellement je le trouve pas extraordinaire. Donc ça aussi c'est un gadget. Et allons-y pour le plus gros défaut que je lui trouve. Ah non, j'ai pas fini. Je vais continuer avant le plus gros défaut que je lui trouve. En studio, il fonctionne super bien. Avec des flashs, moi j'ai mes vieux flashs, je sais même pas comment ils s'appellent, SB5000, que je mettais sur les autres boîtiers. Ça fonctionne super bien. Génial. En studio, ça fonctionne super bien. Moi j'ai une souris, moi j'appelle ça une souris. On appelle ça une souris. Dans le temps, on appelait ça une souris. Un déclencheur infrarouge.
ça fonctionne super bien. Et je vais vous parler du plus gros défaut que je lui trouve, c'est la balance des blancs. La balance de couleur. Alors là, en automatique, bah c'est un peu galère. Hein. C'est un peu galère. Alors n'essayez même pas l'automatique en studio. Hein. Déjà, il faudra être débile pour faire de l'automatique en studio. Mais j'ai fait des tests pour voir s'il réagissait aussi bien que ce que je me disais, vu que c'est un nouvel appareil. Ils ont peut-être amélioré la technologie par rapport à mon D500 ou quoi que ce soit. Mon D500, automatique, balance des couleurs en automatique en studio, il fonctionnait nickel et avec une régularisation parfaite. Là, mais c'est même pas la peine. C'est même pas la peine d'essayer, ça change tout le temps. Reportage extérieur, dès qu'il y a un rayon de soleil, etc., la colorimétrie, elle change tout le temps. Il faut vraiment faire un pré-réglage dans la situation d'action de reportage où vous allez travailler avec et puis toucher, faire gaffe, vérifier de temps en temps. Mais sinon, la balance de couleurs, je la trouve vraiment, personnellement chiante. Chiante par rapport à ma façon de travailler et au fait que dans le temps, j'étais sur les réflexes. Je vais m'y habituer, hein, je vais m'y habituer. Je vous le dis, je l'ai depuis mi-octobre, fin octobre. Je vais m'y habituer, mais franchement, c'est pas terrible à mon goût. À mon goût, c'est pas top. C'est un peu chiant. Bon, après, c'est une centrale à gaz. Hein. Mais à mon avis, c'est tous les nouveaux appareils aujourd'hui. Tu vois, avant, on avait un appareil, vitesse, diaphragme, ISO, machin. L'objectif, on gérait, on faisait les photos, la pellicule. Même les vieux, hein, même les vieux Nikon, on se prenait pas la tête. On faisait des très belles photos. Un peu de post-production derrière. Bon, après, moi, je suis fan de post-production. Hein. Enfin, j'aime bien la post-production, pas à l'excès, hein. Pas complètement chambouler les photos. Mais moi, la post-production ne me dérange pas. S'il y a un petit écart de diaphragme ou de demi-diaphragme ou de colorimétrie, ça ne me dérange pas de repasser derrière Photoshop et de les corriger pour mes clients ou même pour moi, tout simplement, pour avoir une photo comme dans le temps à l'argentique, on travaillait sous l'agrandisseur ou en mini-lab où on corrigeait les photos. Hein. Donc c'est exactement la même chose, sauf que là, des fois, il me fait des surprises. C'est un petit peu bizarre qui peut changer d'un coup à l'autre autant d'écart. Mais c'est vraiment minime, mais ça me fait chier. Ça me fait chier. Voilà. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais c'est qui le mec qui se la pète là avec, en donnant son avis sur le Nikon ZF alors que c'est un super appareil. Oui, c'est un super appareil. Et oui, ça fait longtemps que je fais de la photographie, de la peinture. Alors, je vais vous laisser mes liens hein, quand même. Hein. Bon, déjà, ma chaîne YouTube, elle n'est pas terrible, hein, à part si vous êtes vraiment intéressé par la photographie et pas trop de blabla. Bah, là, vous pouvez vous abonner éventuellement. Mais après, je vais vous laisser les liens sur mon site pro où il y a des portraits de mariage, des photos de mariage, pardon, des portraits de studio, des portraits extérieurs. Je vais pas vous mettre le site de mon travail perso avec la peinture, etc. Parce que là, on parle de photographie, on parle pas de peinture ou d'art en règle générale. Mais voilà. Je suis désolé hein, si je me la pète. Je continue. Mais sinon, vous voyez là, j'ai l'objectif que j'utilise quasiment à 90%, hein, parce que j'ai toute une gamme d'optiques. Mais quand on travaille professionnellement et de tous les jours, quoi, là c'est un vieil objectif AFS 17-55 mm 2.8 GE2 DX avec la fameuse bague pour l'adapter sur les Nikon ZF. Franchement, l'autofocus, c'est une merveille. C'est une merveille, ça fonctionne à toute vitesse. J'ai eu la chance d'essayer avec un copain qui m'a fait tester le Z9 avec une optique Z. J'ai fait des photos comme ça à l'arrache pour voir, il m'a envoyé des fichiers et tout, et en RAW, j'ai pu regarder les photos. Franchement, bah, ça fonctionne super bien. Faut bien que je dise des trucs bien parce que non, franchement, je me répète, c'est une bombe. Hein. C'est vraiment un très bon appareil. Là, c'est vraiment pour chipoter que je vous raconte les petits défauts que moi je lui trouve en pratique de tous les jours à faire les photos dans la rue et tout. Hein. Parce que même quand je lui rajoute le petit 50 mm pour les gens qui aiment la photo de rue par exemple, vu qu'apparemment c'est très à la mode là chez les jeunes ou même partout quoi, comment on appelle ça, du street art ou je sais pas quoi, non le street art, bon, le street art c'est autre chose.
enfin de la photo de rue on va dire. Tu mets un 50 mm AI dessus, tu es en plein format, tu as un piqué génial, si tu t'amuses à faire de la photo noir et blanc ou quoi que ce soit, ça fonctionne super bien, tout l'autofocus, tout fonctionne super bien, tout fonctionne super bien. Qu'est-ce que je pourrais lui trouver encore comme autre défaut? Ben, je crois que pour l'instant, moi personnellement, j'ai fait le tour. Voilà Eric Giraud, j'ai fait la vidéo que tu demandais, je crois que j'ai rien oublié, je pense avoir tout dit, peut-être un petit peu trop long ou peut-être trop rapide, je sais pas. Je continue de l'utiliser tous les jours, franchement, je me répète 10 000 fois, je sais que je me répète beaucoup souvent. Mais c'est un super appareil, je le conseille à tout le monde. Moi je vous ai juste donné les petits défauts que je lui trouve pour l'instant. Franchement, bah, il est top, hein. Il est top, hein. Il est top. Hein. Rien à dire, faut passer à l'hybride. Hein. Alors attention, hein, mon Nikon D500 reste mon second boîtier de tous les jours. J'ai toujours les deux aux épaules maintenant, avant c'était le D300S et le D500, maintenant... Le D300S, il reste dans le sac en boîtier de secours et j'ai quand même les deux autour du cou. Mais non, génial. Et puis tout, après, les compliments sur le boîtier, je vais pas vous les faire parce que je vous ai dit au début, il y a plein de vidéos hyper bien foutues sur internet qui seront beaucoup mieux que ce que je suis en train de faire là. Mais voilà, c'est les défauts que je vais trouver. Bon, bah voilà, la vidéo est faite. Bisous, ciao!